Un gouvernement de patrons usé à la corde, François Legault quitte le navire. C'est ça qu'on va analyser aujourd'hui au premier épisode de Parti pris. Bienvenue à ce tout premier épisode du nouveau podcast du Parti communiste révolutionnaire, Parti pris. On est très, très fiers de lancer ça aujourd'hui, avec un épisode évidemment sur le sujet qui est sur toutes les lèvres au Québec en ce moment, la démission du premier ministre François Legault. Mais avant de parler de ça, j'aimerais parler un peu de Parti pris en fait. Nouveau podcast, nouveau nom. On a choisi ce nom-là, pas pour rien en fait. Parti pris, c'est dans le titre, ça dit on prend parti, on prend le bord des travailleurs, des opprimés et des pauvres. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans l'univers médiatique québécois, canadien et ailleurs. Les médias d'aujourd'hui ont tous la prétention d'être neutres, d'être objectifs, d'avoir toutes les opinions dans leur page, de donner une voix à tout le monde. Mais c'est quelque chose qu'on voit qui est complètement faux en fait. Au bout du compte, les grands médias sont possédés par des riches capitalistes et finissent par refléter leurs intérêts sous une forme et sous une autre. Léon Trotsky, le grand marxiste russe, disait que les médias jaunes, c'est-à-dire les médias du style Journal de Montréal et tout ça, la presse à grands titres et tout ça, ils mentent de manière régulière. Puis les médias plus traditionnels, ils disent la vérité la plupart du temps pour mieux mentir quand ça compte vraiment. Puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec les médias quand ça vient à couvrir des questions comme le Venezuela. On voit une couverture très partiale à ce qu'en disent les États-Unis. On voit la même chose dans le cas de l'Ukraine. On l'a vu dans le cas de la Palestine. Ça a été révélé que même CBC, le média national au Canada, était extrêmement biaisé contre les Palestiniens. Ça a été révélé par des gens qui travaillaient à la CBC. C'est le cas aussi, on l'a vu, on le voit à chaque couverture d'une grève au Québec. Les méchants grévistes qui prennent en otage la population, c'est le discours reflété dans tous les médias. On l'a vu en particulier avec la grève de la STM cet automne. Les médias qui ont fait un concert antisyndical très évident si on porte attention. Mais on vit à une époque aussi où c'est pas possible de ne pas avoir d'opinion, en fait. À une époque de crise du capitalisme, de contradiction sociale, de tension, de polarisation, les gens ont une opinion. Et nous, on affirme tout haut que notre opinion, c'est que le capitalisme doit être renversé, peut être renversé, puis on vise à donner une explication de la politique québécoise, canadienne et mondiale, donner des armes à la classe ouvrière, aux exploités, aux opprimés, pour comprendre le système en vue d'être capable de le renverser, comprendre la société pour pouvoir la changer. Puis cela dit, est-ce que ça veut dire que Parti pris, on ne peut pas être objectif? Je pense en fait qu'en affirmant tout haut qu'on prend le bord des travailleurs, ça nous permet d'être plus objectifs parce qu'on veut, c'est un peu comme un chirurgien en fait. Un chirurgien n'est pas neutre. Un chirurgien veut la survie de son patient et donc il va avoir une attention scrupuleuse à ce qu'il fait en fait. C'est la même chose pour nous les marxistes, pour le podcast Parti pris. On prend le bord des travailleurs et donc à cause de ça, on veut comprendre la société, on veut dire la vérité, l'expliquer pour mieux armer le mouvement ouvrier pour qu'on puisse gagner dans la lutte de classe contre les patrons. Donc, c'est ça, Parti pris, c'est ça qu'on promet. On va essayer de s'en tenir à un rythme de publication d'un épisode à tous les 2 semaines. On va peut-être en faire plus. On va voir comment les choses se développent, mais notre but, c'est le plus souvent possible de donner une analyse de ce qui se passe au Québec et au Canada, de mettre en lumière les intérêts de classe et quelle devrait être la position du mouvement ouvrier de la gauche face aux différents enjeux. Donc, c'est ça qu'on fait à Parti pris, au Parti communiste révolutionnaire. Retour au sujet d'aujourd'hui, la démission de François Legault. Avec moi aujourd'hui pour en parler, j'ai Hélène Bissonnette, qui est aussi membre de l'exécutif, du comité exécutif du Parti communiste révolutionnaire. Salut Hélène. Salut Julien. Très content que tu sois là, très excité par notre premier épisode du nouveau podcast. Oui, donc, on commence l'année en force. Ben oui, c'est ça, deuxième année de suite avec une grosse nouvelle au Québec, au Canada pour commencer l'année. L'année passée, c'était Trudeau. Cette fois-ci, c'est Legault. J'aimerais ça qu'on commence par parler de la conférence de presse de Legault d'hier, parce que ça colle pas, en fait. Il est un des politiciens les plus impopulaires au Canada, pas juste au Québec. Mais si on écoutait sa conférence de presse, on a l'impression que tout a bien été. Il vantait ses bons coups, on a fait ci, on a fait ça. Mais pourquoi il est si impopulaire? Qu'est-ce que tu as pensé de la conférence de presse? Oui, c'est
assez intéressant parce qu'on peut se demander, mais est-ce qu'on a assisté à un discours d'un premier ministre qui quitte le navire, d'un premier ministre qui démissionne? Pourquoi il démissionne si tout va bien? Je pense que c'est assez flagrant. Ça ressemblait plus à l'annonce de « j'ai fait tous ces bons coups-là, donc je reste ». Oui, ou donc votez pour moi, oui, ou quelque chose comme ça. C'est assez surréaliste, en fait. Puis je pense pas que c'est une opinion qui est très... qui est particulière, là, qui est inusitée. J'ai vraiment l'impression qu'on était une bunch de Québécois assis dans notre salon, écouter ça, puis se demander, mais sur quelle planète vit le premier ministre ou sur quelle planète vit la CAQ? Parce que son bilan, je pense, objectivement, est absolument pas représenté dans son discours, là, c'est assez clair. Mm-hmm. Ouais, puis il se vantait de son bilan, c'est ça, comme si tout avait bien été. Il dit « les enseignantes sont les personnes les plus importantes dans notre société. » Ah oui? Ah bon? Donc, pourquoi l'austérité en éducation? Pourquoi les couples imposés en juin dernier dans le système d'éducation? Pourquoi les enseignantes te détestent d'abord, si tu es si content des enseignants, de leur travail, tout ça. Un autre exemple, c'est les infirmières. Elle dit « on a aidé les infirmières avec des primes et tout ça. » Ben, je me demande qu'est-ce qu'en pensent les 4500 infirmières blessées ou en arrêt de travail en ce moment. C'est épouvantable. J'écoutais une entrevue l'autre jour sur un podcast Le Québec maintenant, je pense. Puis, il y a 50% de ces infirmières-là qui sont en arrêt de travail pour des raisons de santé mentale. C'est pas juste physique, c'est le poids sur les infirmières, sur le système de santé est insoutenable. Puis ça, c'est évidemment le résultat de, pas juste de ce que la CAQ a fait, de ce que les gouvernements avant ont fait, mais ils n'ont pas de quoi se vanter de leur bon travail à améliorer le sort des infirmières. Puis il parlait de ces investissements records en éducation et en santé. Même chose, pourquoi ils tirent la chandelle par les deux bouts dans les commissions scolaires, pas dans les commissions scolaires, dans les écoles, ils coupent les budgets. C'est pas une image d'investissement massif dans la santé et l'éducation. Puis un autre exemple, c'était la pandémie, on a fait notre possible, tout ça. C'était le pire bilan de tout le pays avec l'hécatombe dans les CHSLD. Il n'y a pas de quoi se vanter, honnêtement. Oui, je pense, honnêtement, moi, quand je regarde ça, je me dis, ça prend quand même, ça prend du culot pour affirmer des choses comme ça, là. C'est de l'arrogance, là. Le réseau de la santé, le réseau de l'éducation sont en train de s'effondrer. On a des enseignantes, on a des infirmières à bout de souffle. On a des écoles qui sont en train de s'effondrer. On a eu des pannes d'électricité assez incroyables, des pannes d'électricité dans les hôpitaux cette année. Je pense que c'était à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, panne d'électricité dans les soins intensifs. Puis on nous dit que tout va bien, la santé des patients n'est pas en péril. On a des situations... Tout est en train de s'effondrer un peu partout. Tout le monde le sait. Les infirmières sont à bout. Tout le personnel du réseau, les enseignants. C'est incroyable qu'on vienne nous dire que la CAQ a amélioré les choses au Québec. Puis la pandémie, là-dessus, si on parle du rôle des médias au Québec, puis de la soi-disant neutralité, ça, c'est une autre affaire. Parce que là, quand on regarde le bilan de François Legault puis du gouvernement, j'écoutais puis je lisais un peu ce qui se disait hier sur les tribunes et ce matin. Puis on dirait que c'est un peu unanime que la pandémie, François Legault a réussi à nous rassembler puis à nous aider à passer à travers ça. Mais fondamentalement, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé au Québec, c'est incroyable. Tu mentionnais l'hécatombe dans les CHSLD, mais par-dessus ça, on a un réseau de la santé qui était déjà en décrépitude. Et la réalité, c'est qu'on ne s'est jamais remis de la pandémie. Les listes d'attente pour les chirurgies, pour des traitements pour un cancer, on arrive à un point de non-retour là, au Québec. Et la CAQ a non seulement absolument rien fait pour ça, pas investi, a pas changé quoi que ce soit, mais en plus, on a coupé aussi par la suite. Et le bilan de la pandémie, mais on a eu plein de mesures où une semaine, on nous annonce quelque chose, la semaine après, on nous dit l'opposé. Tout ça, une espèce de gestion complètement improvisée. Mais derrière ça, on avait les médias qui parlaient comme si tout allait bien. Donc,
la réalité quand on regarde concrètement sur le terrain. Puis j'ai l'impression que si on interviewait n'importe qui dans le réseau de la santé pourrait nous dire à quel point la situation au Québec est catastrophique. Ben ça, c'est drôle que tu mentionnes ça. Je voyais un post Facebook d'une militante du PCR qui disait que dans ce lieu de travail, je pense qu'elle est syndiquée CSN, elle disait que l'ambiance était électrique dans la salle où ils ont amené tous les employés pour regarder la conférence de Legault qui démissionnait. T'sais. Puis je suis sûr qu'il y a pas mal de travailleurs qui se sentent comme ça. T'sais. Ils se disent, ben, bon débarras. Puis ça contraste, parlant du rôle des médias et tout ça, avec la pluie d'éloges que François Legault a reçu hier. C'était vraiment insupportable, honnêtement. Là. Parce que puis c'est aussi ça, la soi-disant neutralité, c'est présenter les bons coups. Il a tellement bien fait ça, c'est pas facile, la politique. Puis pas juste les médias, ça, les médias, on s'y attend, mais tous les politiciens, c'est la journée du premier ministre, c'est pas facile, l'engagement. Puis même Québec solidaire qui tombe dans cette politesse parlementaire-là, de dire, du Ruba Gazal qui dit à Radio-Canada, ouais, moi, Legault, c'est un peu comme le mononcle avec lequel je suis pas d'accord, mais que j'aime débattre à Noël. Quelque chose comme ça, c'est n'importe quoi. Il parlait pas de Legault comme comme quoi. Legault, là où je m'en vais avec ça, c'est Legault est reconnu par des travailleurs comme un ennemi, comme quelqu'un qui a pas amélioré leur vie, qui a rendu leur vie pire. Puis ici, on a les principaux politiciens qui ont encore, oui, il faut reconnaître ce qu'il a fait, tout ça. Fait qu'il n'y a pas de voix à cette colère-là que la démission même de Legault exprime. Mais non, ce qui est très clair, c'est ça, c'est que sa démission était due au fait qu'il était, puis ça, tout le monde le sait, là, qu'il était massivement impopulaire auprès des travailleurs, d'à peu près tout le monde. Puis ouais, je pense pas que la gauche devrait tomber dans cette espèce de concert d'éloges-là. Il n'y a rien à y gagner. Mais non, je pense que notre tâche, c'est d'exposer qu'est-ce qu'a rendu ce gouvernement impopulaire, puis c'est quoi les intérêts qu'il défendait, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, tu sais. Mm-hmm. C'est un peu le terme en anglais, le human interest, là, ouais. Un peu là, de parler, mais tu sais, ça n'a pas dû être facile, tout ça. Il a tenu le Québec pendant la pandémie, il a fait des trucs qui n'étaient pas faciles et tout ça, puis un peu cette espèce de concert d'éloges-là, dans laquelle, trop souvent, on voit tu as mentionné Ruba Gazal, en Québec solidaire, puis un peu l'espèce l'espèce de complaisance qui s'installe dans les médias, dans la sphère politique, dans laquelle tombe la gauche. Ouais, c'est comme, il le voit comme un collègue, en fait. Là, je pense la gauche, oui, surtout la gauche parlementaire, QS, c'est ça. Tu sais, c'est un collègue, c'est un gars, tu te cries après au Salon Bleu pour les caméras, puis en coulisses, tu jases, tu serres la main, tout ça. Tu sais, c'est ça aussi le parlementarisme sous le capitalisme. Tu sais, c'est du sérieux au sens où ces gens-là, je pense, se prennent au sérieux, mais au bout du compte, c'est toute la même gang. Puis c'est comme ça qu'ils sont perçus aussi de plus en plus par le monde ordinaire. Toute une gang de politiciens qui sont pas de leur bord, ultimement. Ouais. Et nous, je pense que c'est assez clair. François Legault, c'est l'ennemi des travailleurs, c'est l'ennemi de la jeunesse, c'est l'ennemi des opprimés, puis on va pas faire de concessions là-dessus. Puis on va pas pleurer son départ. Non, exactement. Mais juste pour revenir, pour donner un peu de contexte, en fait, parce que il y a plein d'éléments de contexte que tout le monde reconnaît. Tout le monde connaît les faits, les mauvais coups saillants du gouvernement. Le scandale SAC-Clic, Northvolt, le 270 millions de fonds publics a disparu dans le trou Northvolt, les Kings de Los Angeles, le 30% d'augmentation du salaire des députés, évidemment une claque dans la face pour les travailleurs du Québec. Le monde connaît ça. Puis je pense que c'est clair que tout ça a joué un rôle dans la chute immense de popularité de François Legault, ses attaques contre les médecins aussi cet automne, et surtout contre le mouvement ouvrier sur la question des cotisations syndicales et tout ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de refaire le catalogue, mais je pense qu'on peut, ici, c'est important de donner un peu excusez-moi le terme, le background, c'est-à-dire c'était quoi la CAQ? D'où ça sort cette bébite-là? Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Puis pourquoi ça échoue, en fait? Je pense que c'est une question importante à répondre, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, l'échec de la CAQ, et d'où ça vient? Peut-être tu peux nous lancer sur cette question-là. Premier élément, qu'est-ce que la CAQ, ou qu'est-ce qui était la CAQ, plutôt? Parce qu'il reste de moins en moins de grand-chose de la CAQ avec le départ de Legault. Mais la CAQ, ça dit, c'est Coalition Avenir Québec. Donc, à la base, si on regarde dès le départ, c'était une coalition avec autant des péquistes que des libéraux, avec cette idée de
Legault lui-même, on va était un péquiste. Ben oui, évidemment, ministre péquiste. Cette idée de vouloir mettre sur pause, du moins, ou arrêter le débat fédéraliste souverainiste et de, ben essentiellement, je dirais, mettre de l'avant un programme très clair pour la classe dirigeante. Mais c'est ça à la base, c'est une coalition. Puis on avait François Legault, on a Bernard Drinville, je pense au départ Dominique Anglade qui était dedans, ensuite qui est retourné aux libéraux. Donc c'était ça à la base, la coalition Avenir Québec. Mm-hmm. Oui, c'était ça. Puis c'était aussi, c'est ça, mettre de côté le débat fédéraliste-souverainiste et focuser sur l'économie, régler les problèmes économiques du Québec. Puis évidemment, il ne le présentait pas comme nous allons prendre le bord des patrons, mais la CAQ, c'est le monde des affaires au pouvoir. Il y a un commentateur du Journal de Montréal qui disait ça. Il disait, ouais, la CAQ, c'était le monde des affaires au pouvoir. Ben, c'était la même chose sous Philippe Couillard. Là. C'était la même chose sous les gouvernements précédents, qui c'était des gouvernements de patrons. Mais la CAQ, c'était ça. Puis c'était un peu le meilleur des mondes du point de vue de la classe dirigeante au Québec. T'sais. C'est-à-dire de mettre de côté le débat fédéraliste-souverainiste, puis l'incertitude que ça amène, surtout quand le PQ est au pouvoir. Mais en même temps, couplé d'un espèce de nationalisme populiste. T'sais. Fait que ça permettait de diviser pour mieux régner, de monter les travailleurs contre les autres, contre des minorités religieuses et autres, tout en défendant religieusement, excusez-moi la blague, les intérêts des patrons au pouvoir. T'sais. Fait que c'était ça la CAQ. Fait que c'est le nouveau véhicule de la classe dirigeante au Québec. Puis ça fait longtemps, ça fait longtemps que la classe dirigeante au Québec est un peu tannée de plusieurs choses, du modèle québécois, de l'État-providence, veut couper dans la fonction publique, trouve que les syndicats sont trop puissants, qu'on a trop de services, qu'on n'est pas assez compétitif, qu'on n'est pas assez productif. Il y a un élément de vérité là-dedans. Puis ça fait au-dessus de 20 ans que les gouvernements québécois essaient de mettre de l'avant des mesures qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire de faire des coupes. Philippe Couillard avait passé la tronçonneuse. Jean Charest avait essayé de le faire, ça n'avait pas marché. De le faire contre les étudiants en 2012, ça n'avait pas marché. Puis la CAQ, c'était la continuité de ça, mais en mettant de côté le focus sur le fédéralisme ou le souverainisme, en défendant ultimement le statu quo. Puis il y avait un élément de populisme aussi. C'est 2018, quand la CAQ était arrivée au pouvoir, c'était dans la foulée de Donald Trump, le début de la montée de certains démagogues de droite un peu ailleurs dans le monde. Même Legault, il disait à l'époque qu'il s'inspirait de l'Union nationale de Maurice Duplessis. Puis il l'a dit plusieurs fois aussi pendant son mandat, Duplessis, c'est pas juste une mauvaise personne, c'était un grand nationaliste. Fait que c'était un peu ça. Puis Duplessis, dans les années 40-50, c'était le meilleur des mondes pour les riches. Un nationalisme étroit, conservateur, pour gagner à lui le petit peuple, pour le dire comme ça. Pas souverainiste. Non, c'est ça, pas souverainiste, qui n'était pas encore une question à l'époque, vraiment. Puis il était à la botte du monde des affaires. Puis c'était la même chose avec François Legault. On s'en rappelle pendant le lockout à Abbaye-Bécancour, qui était une compagnie possédée par des Américains. Ben, il leur léchait les bottes contre les bons travailleurs québécois. Tu sais. Fait que, je sais ça me fait penser à un moment donné à la CAQ qui disait la CAQ, c'est un rempart contre les radicaux. Oui, Legault disait ça en 2021. Un rempart pour l'unité nationale. Fait on retrouve un discours qui est pas... C'est pas exactement... On peut pas... La comparaison a ses limites, mais il y a des éléments qui ressemblent beaucoup à Duplessis. Là. Je pense qu'on avait écrit un article il y a quelques années. C'était la petite noirceur de François Legault. Donc on pourra le mettre dans les notes de l'épisode. C'est un peu ça qu'on voyait, tu sais. Puis on le voit, tu sais, c'est défendre le patronat, mettre des mesures en faveur du patronat, tout en utilisant des questions identitaires pour un peu, pour détourner l'attention, en fait. Donc, c'est exactement ça, le rôle de... tactique assez vieille, là, tu sais. Oui, puis ça prend différentes formes ailleurs dans le monde, les guerres culturelles contre telle ou telle minorité, pour dévier l'attention du vrai programme, en fait. Puis mais ce qu'on voit en ce moment, c'est l'échec de ça. Puis la CAQ a eu un certain sursis avec la pandémie, qu'ils ont géré de manière complètement bâclée, mais ils ont réussi à s'en sortir avec cette image de le bon père de famille, on a fait notre possible et tout ça, avec la complicité des médias, des autres partis. Mais donc, il y a eu un sursis, gagné l'élection de 2022. Ouais. Mais là, le vrai visage s'était montré de plus en plus avec de l'austérité beaucoup plus évidente. Ils avaient réussi à éviter l'austérité. Il faut le mentionner aussi, le premier mandat de la CAQ,
ils ont été chanceux d'une certaine manière parce que le gouvernement précédent, le gouvernement libéral précédent avait tellement coupé, avait tellement fait des mesures d'austérité que je crois que c'était 8 milliards de surplus qu'ils avaient donné en cadeau ou en héritage à la CAQ. Ce qui fait que le premier mandat s'est fait sans... ultimement, ils ont été réélus avec la pandémie où est-ce que François Legault est sorti comme le grand vainqueur ou le grand défenseur des Québécois. Donc, ils ont pris le pouvoir avec un deuxième mandat, avec une majorité assez fulgurante. Ça, c'était le contexte, mais éventuellement, la situation économique a changé, tu sais. Fait que c'est ça un peu les débuts. Puis là, ce qu'on a vu depuis les débuts du deuxième mandat, c'est que là, la réalité a rattrapé la CAQ. Puis on en voit le résultat aujourd'hui. Il y a plusieurs éléments à ça, parce qu'effectivement, si on faisait juste écouter la conférence de François Legault hier, puis qu'on se fie à ce que la plupart des médias puis des figures publiques disent, on pourrait être excusé d'oublier, je pense, la profondeur de la crise sociale au Québec en ce moment. C'est vraiment... puis c'est ça qui sous-tend ce qui se passe, en fait. Il y a une énorme colère qui gronde, qui monte, puis qui là s'exprime contre la CAQ, avec raison, on doit dire, mais qui est vraiment profonde. Puis les chiffres sont vraiment hallucinants quand on s'y arrête. Puis juste pour commencer, en fait, tu sais, Legault, cet automne, il se vantait dans un tweet qu'il a fait au mois de novembre. « Ah, le Québec a rattrapé l'Ontario sous la CAQ. » Il montrait un tableau comme quoi le pouvoir d'achat des Québécois avait augmenté de 9,2 % depuis que la CAQ était au pouvoir. Puis moi, je regardais ça, je me dis, crime, il y a quelque chose qui colle pas. T'sais. Puis d'un, le chiffre, il est un peu trompeur, là, c'est-à-dire c'est une moyenne de pouvoir d'achat. Ça dit rien sur les plus pauvres, les plus riches. Ouais. Ça dit rien sur l'inflation ciblée aussi, qui des fois cache la vérité, si on ne parle pas de l'inflation ciblée. Mais même ce chiffre-là, je le regardais, puis le gros de cette augmentation du pouvoir d'achat-là est concentré en 2020, quand les gens dépensaient beaucoup, beaucoup moins parce qu'ils ne faisaient rien, ils ne pouvaient pas sortir. Et il y avait eu certaines aides du gouvernement fédéral, notamment la PCU, tout ça. Mais le pouvoir d'achat des Québécois a diminué en 2022, 2023, 2024. Puis ça, c'est réel, puis c'est tangible. Puis on n'a pas besoin de stats pour le montrer. C'est-à-dire, tous les Québécois, les travailleurs québécois le savent quand ils vont à l'épicerie, quand ils vont à la pompe, quand ils doivent payer le loyer ou l'hypothèque à chaque mois. Puis les chiffres sont hallucinants. Le loyer à Montréal, dans le Grand Montréal, a augmenté plus vite que toutes les grandes villes du Canada. 7,2 %. Ce qui n'est pas peu dire là, quand on regarde Toronto, Vancouver. Oui, c'est ça. Vancouver et Toronto étaient loin en avant, ils sont encore, mais Montréal rattrape, dans une ville où les salaires sont plus bas d'ailleurs. La facture... Oui, Montréal, c'est pas l'endroit où la crise du logement est le pire au Québec. Non, je pense que c'est le Saguenay qui est le pire avec 10 % d'augmentation, si ma mémoire est bonne. La facture d'épicerie pourrait augmenter de 1 000 $ cette année au Canada. Puis elle a déjà augmenté. Il y a plein d'autres chiffres comme ça. Peut-être juste sur la facture d'épicerie, je veux dire, combien de discussions dans le temps des fêtes on a, là, combien tout le monde voit ça, l'augmentation des prix de l'alimentation, mais tout augmente, tout le monde le sait, tu sais, puis peut-être revenir un peu, je mentionnais tantôt le culot puis l'arrogance de François Legault, mais ce qu'on voit ici, c'est tout le monde se rend compte, tout le monde fait face à la réalité. Puis j'ai l'impression qu'on a un gouvernement, puis aussi un peu les médias à travers ça, qui prennent les travailleurs pour des imbéciles, tu sais. Puis je pense que la réalité de c'est quoi le bilan de la CAQ, c'est comment les gens se sentent, comment les gens sont dans leur portefeuille. c'est ça, ultimement, tu sais. Puis quand on sort des chiffres, mais là, on regarde, le diable est dans les détails. La situation a empiré depuis la pandémie. C'est ça, la réalité. Puis elle a empiré pas juste pour les plus pauvres. Il y avait des stats qui parlaient de l'insécurité alimentaire qui touche la classe moyenne. La soi-disant classe moyenne, là, c'est pas un terme très scientifique, là, ça veut un peu rien dire, honnêtement, là, souvent. Mais les gens qui sont un peu plus aisés, disons, les travailleurs un peu plus aisés, même eux sont atteints d'insécurité alimentaire. Je lisais les chiffres un matin, c'est vraiment épouvantable. Tu as eu 3,1 millions de demandes d'aide alimentaire chaque mois. Une augmentation de 37 % depuis 2022. Puis le nombre de personnes uniques aidées mensuellement, c'est presque 600 000 personnes au Québec. 600 000 là, sur une population de 8-9 millions puis, qui ont besoin d'aide alimentaire. Bref, c'est ça la situation réelle pour les travailleurs, les pauvres, les opprimés. Puis c'est en ce sens-là que la propagande du gouvernement Legault, on fait tellement bien ça colle pas. Et non seulement ça, c'est un gouvernement d'une arrogance
époustouflante. France-Hélène Duranceau, c'est la médaille d'or là-dessus. Là, Madame, ils ont juste à investir dans l'immobilier. Mais oui, c'est ça. Qu'on leur apporte de la brioche, elle aurait pu dire. Ouais, c'est un peu l'équivalent. Puis là, il parlait de remettre de cheval, attaquer les syndicats et tout ça. Puis c'est comme... ça va pas aider les gens à manger puis à mettre du pain sur la table. T'sais. Fait qu'il y avait une déconnexion complète entre ce que le gouvernement faisait puis le sentiment des travailleurs et des jeunes. Puis aussi, ben, c'est ça, c'est un gouvernement qui faisait des coupes et de l'austérité à un moment où cette crise sociale-là se déroule. Évidemment que ça allait péter. Puis un autre point, c'est le tapage de Legault sur « Ah, on a rattrapé l'Ontario, on a rattrapé l'Ontario ». Ben d'un, ça veut rien dire si tout le monde recule. mais l'affaire, c'est que ça en dit plus sur l'Ontario que sur le Québec. Je lisais une étude de l'Institut Fraser qui disait qu'en fait, l'Ontario a la plus lente croissance du PIB par habitant depuis l'an 2000, en fait. Fait que c'est pas nouveau que l'Ontario ralentit. Fait que le Québec rattrape l'Ontario. Ben c'est ça, c'est pas nécessairement... Très glorieux, c'est pas très glorieux, effectivement, tu sais. Fait que non, c'est ça. Puis peut-être une dernière remarque sur le bilan Legault. Il se vante de son bilan en économie. Il y a des moins bons coups qui ont fait beaucoup de bruit. Il parle de Northvolt, évidemment. Mais il y a un point important ici, parce que Legault se vante des investissements énormes que le gouvernement a fait via Investissement Québec, via le fonds de... comment ça s'appelle déjà? Le Fonds de développement économique, une nouvelle initiative du gouvernement. Le nom exact m'échappe. Mais le point, c'est qu'il siphonne des fonds publics, puis les donne à des entreprises privées sous forme de subventions, sous forme de prêts, je pense qu'ils appellent ça des prêts excusables, c'est-à-dire que faut que tu remplisses certaines conditions, mais ça se peut et le prêt va juste être rayé, tu n'auras pas à le rembourser. Fait qu'il y a des millions, des centaines de millions qui ont été en fonds publics à des entreprises privées, puis le gouvernement s'en vante. Puis il n'y a pas juste Northvolt qui n'a pas marché, il y a Lyon Électrique, il y en a d'autres. Ils ont perdu 400 millions. Lyon Électrique, c'est assez scandaleux, là, si on regarde. Puis quand premièrement, il y a un peu des scandales de fraude et des trucs comme ça, de mensonges et d'informations que la compagnie avait cachées. Puis en plus, récemment, tu as eu les autobus scolaires qui ont pogné en feu. Il y a des élèves qui sont pas allés à l'école quelques jours parce qu'il y avait plus il fallait qu'ils inspectent les autobus. C'est ce genre d'investissement-là dont se vante François Legault, mais il présente ça comme des grandes avancées, mais fondamentalement, c'est de l'argent public qu'on donne dans des grandes entreprises. Puis les retombées sont assez exagérées aussi. Là, si on regarde tant d'emplois pour tant de millions de dollars d'investis, au final, c'est le gouvernement qui prend les risques, puis les entreprises. Oui, puis encore une fois, dans les médias, il n'y a personne qui explique c'est quoi la signification de même ce mécanisme-là de subvention publique. Puis ça, là où je m'en allais avec ça, c'est que ça en dit long sur l'état du système capitaliste aujourd'hui. L'autre qu'il faudrait mentionner, c'est les 400 millions perdus dans Airbus. Bombardier, c'est un trou sans fond. Là. Tout le monde sait ça. Mais le point, c'est que le capitalisme, aujourd'hui, surtout en Occident, les entreprises sont accros au financement public. T'sais, on dit souvent le capitalisme, c'est des entrepreneurs qui prennent des risques, qui mettent de l'argent. C'est de moins en moins ça, en fait. Ceux qui prennent des risques, c'est l'État qui déroule le tapis rouge aux entreprises privées. Puis ça, c'est pas quelque chose de propre à Legault, à la CAQ. C'est quelque chose de largement répandu en Occident pour rendre les entreprises compétitives. Ils disent, sortez le chéquier. T'sais. Fait que c'est ça le capitalisme aujourd'hui. Les entrepreneurs, les capitalistes sont incapables d'investir eux-mêmes ou vont quémander l'État pour les aider. T'sais. Puis en ce moment, on mentionne Northvolt, c'est quoi le C220, l'enseignement, la C-Series, le gouvernement a radié, dans le fond. Essentiellement, a perdu de l'argent, puis il a continué d'investir parce qu'il disait « Ah, mais si on va avoir des retombées éventuellement, il faut qu'on continue d'investir, Au final, on peut se douter qu'on verra jamais la couleur de cet argent-là. Ça, c'est ce qu'on voit, ça, c'est ce qu'on sait. Mais derrière tout ça, on a des ministères qui travaillent essentiellement à donner des subventions, trouver des meilleures façons pour que les entreprises privées fassent de l'argent. Et derrière tout ça, c'est l'argent public qui paye, là, qui finance ça. Donc, même, on voit certains trucs, mais toute l'infrastructure, tout le gouvernement travaille pour favoriser les profits des entreprises. Oui, puis c'est ça le système dans lequel on vit. Si on est à la botte d'entreprises, puis on les supplie de venir construire une usine puis nous donner des jobs. Ouais. Il y avait récemment, je pense que c'était Hydro-Québec, qui refusait de mentionner... qui refusait de dire, en fait,
quelle compagnie qui avait eu des contrats pour à qui ils promettaient des kilowatts et tout ça, tu sais. Puis ce que le gouvernement donnait comme réponse, on peut pas divulguer ça, tu sais, ça nuirait. C'est des informations privées qui nuisent à, tu sais, le secret commercial et tout ça, tu sais. Puis ça, on avait vu ça au fédéral aussi beaucoup durant la pandémie, là, le gouvernement qui voulait pas dire à quelles entreprises puis combien d'argent il avait donné aux grandes entreprises en aide durant la pandémie. Ce qu'on voit, c'est que les gouvernements sont complètement à la merci des entreprises puis ils travaillent essentiellement pour eux, là. Ouais, moi, ça me rappelle quelque chose que Trotsky disait justement. Il disait le secret commercial, c'est les compagnies qui gardent un secret du reste de la société, en fait. Ceux qui sont pas dans le coup, c'est les travailleurs. Exact. C'est eux qui sont gardés dans le secret, à l'écart de ce secret-là. Mais je pense que donc ce qu'on a ici, c'est un gouvernement qui a échoué sur toute la ligne. Puis il ne pouvait pas ne pas échouer, dans un sens, parce que c'est une expression de la crise profonde du système capitaliste lui-même, en fait, qui exige des coupes, de l'austérité. Même cette année, en fait, un autre truc qu'on n'a pas mentionné, c'est le Québec a subi une décote, une baisse de sa cote de crédit. C'est la dictature des marchés financiers. C'est-à-dire à la CAQ, ben, si vous n'arrangez pas les finances publiques, on va rendre ça plus difficile pour vous d'emprunter sur les marchés financiers. T'sais. Fait qu'il y a cette pression-là du système capitaliste lui-même à implanter l'austérité, à couper à gauche, à droite, à faire plus avec moins. Puis à attaquer la classe ouvrière, à attaquer sa possibilité de résister à ça. Puis c'est là où on peut, ça donne un sens à l'attaque de François Legault sur les cotisations syndicales, c'est-à-dire sur le mode de financement des syndicats, à réduire leur capacité à mobiliser pour des causes politiques. Bref, on a un autre épisode où on parle de ça plus en détail, où la loi 14 qui va essentiellement limiter le droit de grève, donner la possibilité au futur gouvernement québécois de dicter la fin de telle grève parce qu'elle est trop dérangeante et tout ça. Fait que c'est en ce sens-là qu'on peut comprendre ce que la CAQ faisait. Mais la démission de Legault, elle est intéressante d'un autre point de vue aussi parce que quand je parle d'austérité, d'attaque et tout ça, il y a quand même moins d'austérité, toute proportion gardée, que sous Philippe Couillard, par exemple, ou sous Jean Charest. Legault a quand même pu, jusqu'à la dernière minute, éviter des coupes drastiques à cause d'une situation particulière. Et pourtant, il est devenu plus impopulaire que quiconque. T'sais. Puis ça, c'est la même chose au fédéral. D'ailleurs, Justin Trudeau, l'année passée, le règne de Trudeau, ça a été comme ils disent en anglais, kicker la canne, de remettre à plus tard la sale job. T'sais. Ils n'ont pas dû implanter une austérité massive au fédéral. Là, ça commence avec Carney. Et pourtant, Trudeau s'était rendu extrêmement impopulaire. T'sais. Puis ça, je pense que ça reflète justement la profondeur de la crise. Même si le pire est à venir, les gens sont déjà à la gorge et détestent leur gouvernement. Oui, c'est un point qui est quand même très important parce que c'est ça, il faut regarder relativement, je veux dire, les coupes que la CAQ a mis de l'avant dans la dernière période sont énormes, tu sais, puis, mais c'est qu'on a un réseau, par exemple, un réseau de la santé déjà complètement à bout. La même chose dans l'éducation. Les attaques sur les syndicats, tu sais, on a déjà une situation où des gouvernements sortent les lois spéciales pour forcer les travailleurs à retourner au travail, puis là, le gouvernement rajoute une autre loi. On a plein de... Le gouvernement a ajouté des choses dans un contexte, en fait, où les travailleurs sont déjà dans une situation précaire, sont déjà tannés. Et en réalité, si on regarde ce que le gouvernement a fait, puis là, on n'a pas parlé du projet de loi 2 là, avec les médecins et tout ça, c'est qu'ils ont été obligés de reculer. Mais la réalité, c'est que le gouvernement veut, en fait, et la classe dirigeante veut que le gouvernement fasse plus d'attaques, en fait. On est juste au début d'un processus, d'une certaine manière, et déjà là, ben, c'est impopularité totale et démission. Donc, je pense que ça montre, en fait, premièrement, ça montre l'ampleur de la crise, en fait. Tout le ras-le-bol dans la société. Les gens en arrachent tellement que, ben, là, on voit un peu le frein qui est mis au gouvernement de la CAQ. Mais je pense, la réalité, c'est que tu mentionnais la décote du Québec. La réalité, c'est que dans les prochaines années, on est dans un contexte de crise mondiale. Et dans les prochaines années, je pense, on va voir, en fait, encore plus de pression sur les gouvernements pour couper encore plus. Et c'est là où, ben, il va y avoir cette confrontation-là, encore plus grande, je crois.
avec les travailleurs qui payent, en fait. On a parlé beaucoup de la pandémie aujourd'hui. Qui a payé pour la pandémie? Qui a payé pour la crise? Qui paye à chaque année pour la crise du capitalisme? C'est les travailleurs, sous forme de perte de conditions, perte d'emploi ou de salaire, mais aussi sous forme d'austérité. Mm-hmm. Non, c'est vrai que le pire est à venir à ce niveau-là. Puis peut-être juste pour un autre point, pour vraiment marteler ce point-là, la démission de Legault s'inscrit dans un contexte mondial. En fait. C'est partout, on voit, surtout en Occident, l'incapacité à gouverner, en fait. C'est particulièrement saillant en France, où c'est juste impossible pour la classe dirigeante d'avoir un gouvernement qui implante l'austérité qui est nécessaire de leur point de vue. C'est littéralement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti qui veut se compromettre à voter pour un budget d'austérité massive. Fait qu'il y a une paralysie en France depuis plus d'un an. Il y a vraiment une paralysie, puis il n'y en a pas de solution, en fait, pour la classe dirigeante. Puis Emmanuel Macron est le politicien le plus impopulaire en Occident. Puis le deuxième, c'est Keir Starmer, qui est le premier ministre britannique, qui était un premier ministre du Parti travailliste, le Labour Party, supposément du bord de Labour, des travailleurs. Pas du tout, en fait. En à peine un an, il est devenu l'un des politiciens les plus impopulaires de l'histoire du pays. Il a eu la chute de popularité, je pense, la plus rapide de l'histoire britannique. Puis c'est le même dilemme. Il essaie d'imposer des mesures d'austérité. Il l'a fait. Ça a aussi créé une révolte de backbenchers du parti. Bref, le gouvernement britannique... Mais il faut aussi mentionner que juste avant ça, on a eu une succession de premiers ministres conservateurs. Et en ce moment, on voit vraiment l'effondrement complet ou quasi du Parti conservateur. Donc là, on a le Labour plus impopulaire que jamais, le Parti conservateur en banqueroute. Ouais. Puis on voit la montée du Reform UK, donc la droite populiste et tout ça. On voit en fait un rebrassage complet. En fait, la politique est en train de changer. La dynamique des partis, les partis traditionnels au pouvoir. On voit tout ça en France aussi. On voit avec le gouvernement Macron, parasite total, incapable nommer un premier ministre un après l'autre. Tout ça, c'est pas une coïncidence là, qu'on voit ça arriver. C'est un reflet de la crise du capitalisme. Et dans une période de crise qu'on voit, c'est que la classe dirigeante ne peut plus gouverner comme elle le faisait avant. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par crise? En Europe, c'est particulièrement marqué. Je pense que la crise est un peu plus avancée qu'au Québec et au Canada. Il y a plusieurs choses qui se combinent. Bon, l'épisode ne porte pas sur l'Europe, mais juste pour ouvrir rapidement une petite parenthèse, il y a une énorme pression de la classe dirigeante pour augmenter les budgets militaires, donner plus d'argent à l'Ukraine, se protéger contre la méchante Russie, qui est l'épouvantail pour les classes dirigeantes européennes, combiné à un État-providence qui a été bâti par les luttes des travailleurs sur des décennies. Il y avait même un article dans le Financial Times qui disait, je vais le dire en anglais, it's time to quelque chose comme we have to ditch the welfare state and build a warfare state. C'est-à-dire délaisser l'État-providence pour créer un État prêt à faire la guerre. Fait qu'il y a cette pression-là d'augmenter les budgets militaires. Il faut que tu coupes quelque part. T'sais. Donc, il y a cette pression-là de couper. Il y a aussi la pression de rendre l'Europe plus compétitive sur les marchés mondiaux, face à la Chine, face aux États-Unis aussi, de plus en plus belliqueux envers l'Europe. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire couper dans les conditions des travailleurs, flexibiliser le travail, attaquer les syndicats. Fait qu'il y a toute cette pression-là en Europe. Ouais. Puis les gouvernements qui essayent d'appliquer ce programme-là se rendent très rapidement impopulaires. Donc, ce qu'on a au Québec, c'est un microcosme de ça dans une situation un peu moins aiguë. T'sais. Mais la trajectoire, elle est claire. C'est là qu'on s'en va. La trajectoire est claire. Puis de ce qu'on voit devoir couper dans les services publics, tout ça, de s'attaquer aux travailleurs. C'est les mêmes pressions qu'on voit ici. Puis ici, au Québec et au Canada, on a la question de la compétitivité aussi. La productivité du travail, c'est un enjeu qui est très, très, très similaire. Là. Et ça veut dire quoi, la productivité? Augmenter la productivité, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des investissements dans la production, mais c'est aussi rendre avoir une main-d'œuvre plus flexible, une main-d'œuvre plus malléable, en fait. Donc, c'est aussi s'assurer d'avoir un mouvement ouvrier moins combatif plus et docile, tout ça. Ouais. Docile, oui, c'est ça. Qu'il voudrait. Bon. Puis ce qu'on voit, c'est ça, là, les attaques de la CAQ sur les syndicats, ça s'inscrit exactement là-dedans. Donc, le Québec, puis le Canada, tu sais, les investissements dans l'armement et tout ça, on voit les mêmes pressions ici. Puis on a la même crise de productivité partout au pays. Ce qu'on voit, c'est
la situation ici, elle n'est pas différente de ce qui se passe ailleurs. On suit le même processus, peut-être à un niveau différent, à une étape différente, mais c'est la même chose, en fait. Puis, je pense, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine période, mais je pense on est dans une époque turbulente, en fait. C'est ça que ça veut dire aussi, la crise du capitalisme. Ça nous amène dans cette époque-là. Et on voit la crise au sommet, la crise au sein de la classe dirigeante. Donc, la démission de François Legault, c'est aussi ça que ça représente, en fait. Ouais. Puis ça faisait quand même longtemps, en fait, qu'on a pas eu un premier ministre au Québec qui a démissionné en poste. Je pense que la dernière fois, c'était Lucien Bouchard, donc ça fait quand même un bout. C'est pas quelque chose qu'on a souvent. Même Justin Trudeau, c'était même déjà... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, un premier ministre en poste au Canada qui démissionne. Là, on a la même chose avec Legault. C'est la nature de l'époque aussi. Mm-hmm. Non, absolument. Puis parlant des turbulences à venir, ben, je pense qu'il faudrait parler un peu de ça. Tu as dit quelque chose qui m'a fait penser. C'est-à-dire que, ouais, la CAQ, c'est difficile d'imaginer comment ils peuvent s'en remettre. T'sais. Puis je pense que l'histoire récente nous a appris à pas annoncer la mort d'une option politique trop tôt. Ça a été fait pour le PQ, ça a été fait pour les libéraux de Trudeau. Avec le départ de Trudeau, Carney a sauvé la mise. Donc, faut pas prédire quoi que ce soit trop vite, mais honnêtement, la CAQ, c'est difficile de voir comment ils peuvent. Ils n'ont pas de Mark Carney. Il n'y a personne qui attend qui va prendre le poste. C'est difficile à prévoir. C'est le parti de François Legault. Ouais, c'est une coalition qui tient à pas grand-chose si Legault n'est pas là. Puis les rats ont déjà commencé à quitter le navire. Difficile d'imaginer comment ils pourraient s'en remettre. Puis là, on a une situation assez particulière parce que le PQ a le vent dans les voiles. Tous les sondages les mettent premiers. Puis tous les autres partis sont en crise. C'est fascinant. Québec solidaire, on y reviendra. Ils sont en crise. Pablo Rodriguez a démissionné juste avant les fêtes. Et maintenant la CAQ. Puis on pourrait se dire, ben, ça va être une marche dans le parc pour le PQ. Ils vont gagner la prochaine élection haut la main. Pas si vite. Parce que là aussi, on disait la même chose de Pierre Poilievre il y a 1 an. Puis je pense qu'il faut au moins commenter sur... tout ça est très provisoire, mais je pense qu'on voit se dessiner, c'est la possibilité que, encore une fois, du point de vue des intérêts de classe, des intérêts des classes fondamentales dans la société, il y a au Québec une classe dirigeante, il y a des riches qui détiennent les cordons de la bourse, qui poussent pour certaines politiques, qui ont les ministres dans leur contact téléphonique. Qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais? Puis je pense que le PQ, ça n'a jamais été le premier choix de la bourgeoisie, de la classe dominante au Québec. Loin de là. Le PQ, au fil des ans, était devenu un parti de l'establishment. Pauline Marois, une riche qui faisait la job pour eux. Lucien Bouchard, même chose. C'était un parti qui était vu aussi, était perçu comme ça, comme une partie de l'establishment québécois après des années à prendre le pouvoir, à attaquer la classe ouvrière dans les années 80-90 en particulier. Mais c'est pas un premier choix à cause de l'option indépendantiste et tout ce que ça amène en termes de turbulence potentielle du point de vue du capitalisme en particulier. Il reste le Parti libéral, puis je pense qu'on peut imaginer une situation où ils essaient de couronner Charles Milliard le plus vite possible, un gars issu du monde des affaires d'ailleurs, un jeune, puis ils vont peut-être essayer d'en faire un Mark Carney. Le temps dira s'ils réussissent, mais c'est quelque chose que Pablo Rodriguez disait dans son entrevue assez désastreuse, à tout le monde en parle cet automne. Il disait « Ah non, ça va bien au Parti libéral, il y a de l'engouement, les anciens donateurs reviennent. » Puis MC Gilles l'avait arrêté, il dit « Attends une minute, là, ça m'inquiète ce que tu dis. » Mais il n'y a pas de raison de ne pas le croire, en fait. Je peux parfaitement imaginer que les gens voient que les riches, les capitalistes voient que le bateau de la CAQ coule, puis ils se disent « Ben, ce qui nous reste, c'est le Parti libéral, puis ils reviennent à la maison. » Fait que c'est possible de voir la classe dirigeante se coaliser, puis pousser pour un retour du Parti libéral. Est-ce que ça va marcher? Le temps le dira, mais ils le verront peut-être comme la seule option pour bloquer le Parti québécois, duquel ils n'aiment pas particulièrement l'idée de retourner dans les débats référendaires, en fait. Mm-hmm. Je pense, si on regarde en ce moment, la démission de François Legault, comment ça s'est fait aussi? Là? Il y avait peut-être 4 personnes qui étaient au courant qui allaient démissionner là, hier. Tout était un peu imprévu. Pas imprévu, mais... donc ça n'avait pas été dit, ouais. C'est ça, on dirait que ça semble avoir été une décision individuelle, personnelle. Apparemment, j'ai entendu dire que peut-être qu'il avait déjà aussi envisagé de démissionner l'été passé, qu'il a attendu, tout ça. Le point, c'est que si on regarde ça au-delà du point de vue individuel, du point de vue de la classe dirigeante, il ne pourrait pas avoir pire scénario d'une certaine manière, ou presque, parce que, si la CAQ s'effondre,
là, en ce moment, le Parti libéral est dans l'eau chaude. C'est vraiment pas une situation qu'ils veulent. Mais dans ce contexte-là, ben, on pourrait voir, en fait, un peu une espèce de vague plus de dons puis de donateurs au Parti libéral. On pourrait voir une espèce de campagne un peu pour redorer l'image du Parti libéral et un peu faire une campagne de peur contre le PQ. Puis là, je pense que tu l'as mentionné, mais il faut quand même le réitérer. Là, le PQ, en général, c'est un parti parce qu'ils défendent la souveraineté, tout ça. C'est moins stable pour les marchés, disons. C'est moins stable d'un point de vue des investisseurs, des banquiers, tout ça. Mais ça veut pas dire que c'est un parti qui lutte contre le patronat. Au contraire, d'ailleurs, je pense qu'on va voir... On commence déjà à le voir, des déclarations de PSPP, tout ça. À l'automne passé, il défendait son fameux livre bleu d'un Québec souverain, puis mentionnait à quel point on va tout faire pour rassurer les marchés financiers. Créer un environnement d'affaires. Un environnement d'affaires, favoriser les investissements. C'est un environnement compétitif, favoriser les investissements. On connaît ce langage-là, c'est le langage de la classe dirigeante. Déjà, disais ça, là, je vois cette semaine, Carney est en Chine, et là, PSPP fait une grosse attaque. Le PQ attaque le gouvernement fédéral disant, mais là, dans le contexte, avec les États-Unis, tout ça, on peut pas se permettre essentiellement de froisser Donald Trump. Ce qu'ils nous disent, c'est, si le PQ prend le pouvoir, nous, on va tout faire pour calmer les investisseurs américains, pour se montrer qu'on collabore. Ça va être quoi dans la prochaine année, tu sais, si on voit que le Parti libéral pourrait se présenter comme l'option crédible pour gérer les finances du Québec et tout ça, favoriser un climat d'affaires. On va possiblement voir PSPP encore plus vouloir prouver, en fait, que le PQ... ça va être le statu quo là, pour la classe dirigeante, puis ils n'ont pas à s'en faire. J'ai un peu l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va, quoique, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, puis les événements, à la vitesse à laquelle les événements évoluent à cette époque, on ne peut pas faire trop de prédictions. Ouais. Non, puis il y a 2 points par rapport à ça. C'est, effectivement, on ne peut pas faire trop de prédictions, puis une chose qui est possible, c'est un Parlement complètement fracturé, c'est-à-dire le Parti conservateur du Québec pourrait faire une percée en tant que le seul parti, mis à part QS, dont on va parler dans un instant, qui est pas teinté par l'establishment, qui n'a jamais été au pouvoir, et qui veut pas de référendum. Parce que le PQ, je pense, un truc, c'est... ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de gouvernement péquiste. Le dernier, ça avait duré 1 an et demi à peine. Pas beaucoup de gens ont la mémoire de c'est quoi le PQ au pouvoir. T'sais. Puis le PQ, c'est comme transformé, c'est-à-dire... il y a un seul député qui était député avant 2018. PSPP, c'est un nouveau chef relativement. Fait qu'il s'est comme représenté, il s'est remodelé dans un sens. C'est très semblable au PQ historique, mais aussi PSPP, il s'excuse pas, il a refusé de faire le serment au roi. Tout ça, ça a donné une certaine impression de lutter contre le statu quo, lutter contre l'establishment. Ça a redoré l'image du PQ dans un sens. Mais t'as raison, en fait, il va y avoir une énorme pression sur le Parti québécois de ne pas aller trop loin, puis de faire la sale job au pouvoir, puis ils se feront pas prier, en fait. Ils l'ont déjà dit autour de la grève des travailleurs de la STM, c'est comme, la grève a assez duré, la prise d'otage a assez duré. Ils laissaient entendre que, aussi, dans les circonstances, ils feraient la même chose, ils attaqueraient la classe ouvrière. Donc, PSPP a boycotté le congrès de la FTQ. Oui, il a boycotté le congrès de la FTQ parce que Magali Picard avait été pas fine, tu sais. Ça va être ça, le Parti québécois, tu sais. Essayer de jouer les équilibristes entre la classe dirigeante et les travailleurs, mais quand ça compte vraiment, c'est du bord du patronat québécois qui se trouve. Puis toute l'histoire du PQ démontre ça. Mais donc, quel que soit l'équilibre des forces au Parlement et tout ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Il va y avoir une énorme pression de continuer ce que la CAQ et les gouvernements avant ont fait. C'est-à-dire, PSPP le dit lui-même, faire des choix difficiles, focusser sur les missions essentielles de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des coupes. Puis focusser sur les missions essentielles de l'État, bonne chance dans un climat économique, dans une crise économique, dans une situation où il faut attaquer le mouvement syndical, rendre l'État québécois plus propice aux affaires et tout ça. Fait que c'est là où je veux en venir, c'est que quoi qu'il advienne de l'arithmétique parlementaire et tout ça, on peut s'attendre à ce que le gouvernement se retourne contre la classe ouvrière. Puis le mouvement syndical, les travailleurs ne devraient pas avoir d'illusions là-dessus. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose où on peut avoir l'impression que les dirigeants syndicaux ont des illusions. T'sais. On en a parlé déjà
dans des épisodes précédents du podcast, mais devant les attaques de François Legault sur la question des cotisations syndicales, le droit de grève, Magali Picard, la FTQ, semblait penser qu'en 2026, ce qu'il fallait, c'est une campagne de lobbying auprès des partis d'opposition pour les inciter à retirer les projets de loi négatifs de la CAQ. T'sais. Mais là-dessus, je pense qu'on ne devrait pas se faire d'illusions. C'est-à-dire, les libéraux, c'est le parti du patronat au Québec, ça l'a toujours été. Puis le PQ, oui, des fois, il retire des projets de loi ou des mesures impopulaires. On se rappellera de la grève de 2012 là-dessus. Mais à leur tour, ils vont mettre leurs propres mesures d'austérité et d'attaque envers les travailleurs. C'est ce que les gouvernements péquistes, c'est ce qu'on a vu à travers l'histoire. Donc, je pense que ce qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut que le mouvement ouvrier, les travailleurs, soient prêts à aller à l'offensive, en fait. Ouais, puis une petite note sur depuis la démission de François Legault, je regardais la déclaration de la FTQ, qui, évidemment, est critique de la CAQ, là, avec raison et tout ça, mais il rajoute, il y a une phrase qui rajoute qui dit « Le message s'adresse aussi aux partis d'opposition qui devront prendre note que rejeter le dialogue social avec la population ne peut que desservir le Québec. » Mais, je veux dire, c'est en soi, une phrase comme ça veut pas dire grand-chose, mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on dirait qu'il y a un peu des illusions. Récemment, Magali Picard mentionnait un congrès, je pense que c'était le congrès des métallos, que la FTQ allait partir en campagne de lobbying, essentiellement, auprès des partis politiques en vue des élections pour essentiellement leur convaincre de renverser la loi 3, puis essentiellement de se préoccuper du sort des travailleurs. Mais je pense que c'est là où il faut absolument pas que le mouvement ouvrier puis que les centrales syndicales se fassent aucune illusion sur, premièrement, le Parti libéral, mais aussi le Parti québécois. Je pense que c'est assez évident qu'il faut vraiment pas se faire des illusions sur la question du dialogue social, c'est... Tu as dit, la phrase dit pas grand-chose. Elle dit à la fois pas grand-chose et elle dit quelque chose. Et beaucoup. Parce que cette idée de dialogue social, c'est comme... C'est un peu comme essayer de s'accrocher à quelque chose qui est en train de disparaître par la force des choses. Il y a eu une quoi le dialogue social? Oui, ça, il y a eu une période historique. D'ailleurs, au Québec, le dialogue social, on repassera, là, c'est-à-dire les années 60-70, c'est une période de lutte de classe extrêmement intense. Puis c'est comme ça, d'ailleurs, que les syndicats, la classe ouvrière a gagné tout ce qu'elle a gagné par le passé. Mais oui, il y a eu une période où l'idée qu'on pouvait négocier avec les patrons, s'asseoir à la table, tout ça, puis faire des gains, avait une base matérielle, parce que des fois, ça arrivait. Mais de plus en plus, on voit que c'est plus le cas, en fait, que les patrons sont à l'offensive avec le backing de l'État, des gouvernements. Puis le mouvement ouvrier ne devrait pas essayer de s'accrocher. Ah non, mais on veut discuter, on veut vraiment que vous soyez de bonne foi. T'sais. On ne fait pas face à un collègue de bonne foi. On fait face à une classe qui a des intérêts différents, qui eux-mêmes le masquent derrière masque ça derrière un voile de dialogue social, on veut le bien de la population. Mais non, c'est les intérêts et les profits d'une minorité contre les intérêts d'une majorité de travailleurs. Puis c'est ça les idées qui devraient porter le mouvement syndical. Donc non, je pense qu'il faut arrêter d'avoir des illusions sur le dialogue social dans une société où les patrons sont de plus en plus intransigeants puis demandent à leur gouvernement de l'être. Puis la CAQ, je veux dire, a montré, là, c'était quoi? Là, montrer ses couleurs assez clairement. Il disait qu'il déclarait la guerre aux syndicats, tu sais. Puis les syndicats répondaient « Oh non, mais on veut pas faire la guerre. » Mais si tu déclares la guerre, il faut répondre de la bonne façon, tu sais. C'est pas une question de choix ici, là. Non, c'est ça. Parce que c'est un point général. L'idée de la lutte de classe, la question des classes, c'est un phénomène objectif. Ça existe vraiment des patrons qui veulent faire plus de cash puis des travailleurs qui veulent avoir une vie décente. Il y a un conflit inhérent ici, tu sais. Puis la classe dirigeante le reconnaît. Ouais. Tu sais, la CAQ, c'est exactement c'est quoi son rôle. Les partis bourgeois savent exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et ils vont essayer de nous convaincre avec toutes sortes de discours, l'unité nationale ou peu importe, que c'est en faveur de la population. Il faut que le mouvement ouvrier sache exactement quoi elle a à faire. Parce que le patronat, eux, ils savent. Les partis qui défendent le patronat savent exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils sont en guerre. Puis nous, il faut le reconnaître, accepter ce fait objectif, puis s'organiser pour lutter. Oui. Bien, ça nous amène à un dernier point qui est important. On a mentionné une couple de fois QS. Je pense que c'est important de faire un point ici parce que, OK, la démission de Legault, l'effondrement de la CAQ, on pourrait penser que c'est la situation parfaite pour la gauche.
QS est le seul parti, mis à part le PCQ de Duhem, qui n'a jamais pris le pouvoir, qui n'est pas teinté par toute la corruption, les attaques contre le mouvement ouvrier. Puis quand la CAQ avait pris le pouvoir en 2018, ben QS avait fait une percée historique, avait coté le Parti québécois. Puis il y avait une réelle possibilité que la polarisation au Québec se développe avec la CAQ d'un côté, puis QS comme l'opposition de gauche, l'opposition au gouvernement de la CAQ, la principale opposition, du moins pas en termes de sièges ou de vote, mais dans le monde réel. Puis ça s'est pas passé du tout, en fait. QS est plus faible que jamais et sa pertinence est plus que jamais en doute. Et ils sont à 6, 7, 8, peut-être 9, 11% au maximum dans les sondages. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose dont on a parlé souvent au podcast du Parti communiste révolutionnaire, dans notre journal, dans nos articles. QS a manqué une occasion historique, en fait, d'enterrer le Parti québécois et de déjouer le Parti libéral du Québec aussi. Ouais. Parce que là, on mentionnait tantôt c'est quoi les origines de la CAQ et tout ça. 2018, les élections 2018, c'était le moment où on a vu clairement les partis traditionnels de l'establishment, les libéraux, le PQ, s'effondrer partiellement avec la montée de la CAQ. Il y avait eu de loin leur plus bas score de leur histoire respective. Exactement. C'était encore plus bas en 2022 même. Oui, c'est ça. Puis la CAQ arrive, se présente comme le parti du changement, qui n'est pas teinté par l'establishment, quoique François Legault faisait partie déjà de l'establishment, mais bref, il se présente comme ça. Et QS a fait une percée assez fulgurante, passé de 3 à 10 députés avec cette élection-là, avec des slogans, des idées, une plateforme, en fait, qui présentait des enjeux de classe très clairs. On parlait je pense que c'est les soins dentaires universels, le transport en commun à moitié, le transport en commun, couper le prix de moitié, quelque chose comme ça, la gratuité scolaire, tout ça. Ça commence à dater, là, mais bref, il avait fait une très bonne campagne, en fait. Et avec un message clair, puis même à certains moments durant la campagne, c'est eux qui dictaient un peu l'agenda, qui forçaient les autres partis à dire « OK, bon, on va parler de transport en commun, nous autres aussi. » Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Ben, c'est que plutôt que de continuer dans cette lignée-là, puis même aller encore plus loin, en se présentant comme, oui, effectivement, la CAQ se présente comme le parti du changement, mais regardez, ils défendent les mêmes idées que le PQ puis le PLQ, plutôt que d'exposer, en fait, tout l'establishment politique du capitalisme, ben, sont entrés dans la machine de compromis, de modération surtout, et pour finalement pleinement être intégré dans l'establishment politique sans du tout profiter de quoi que ce soit, en fait. Ouais, puis ça c'était, notamment avec Gabriel Nadeau-Dubois, ça a été sa mission. Il a fini par l'avouer des années plus tard, mais qu'il voulait faire de QS un parti de gouvernement. T'sais. Puis qu'est-ce que ça voulait dire? Ça, bien évidemment, la gauche, on n'est pas contre le fait d'être au pouvoir, en fait. on veut que les travailleurs soient au pouvoir pour vrai. T'sais. Mais pour lui, ça voulait dire, il faut avoir une image respectable. C'était vraiment l'idée quasiment de se faire accepter par l'establishment politique, par les médias. Tu avais vraiment l'impression que le leadership de QS était allergique à une mauvaise chronique du Journal de Montréal. T'sais. Au lieu de voir ça comme une victoire, ah ouais, les riches, puis la gang à Richard Martineau nous aime pas, tant mieux. Non, c'est vraiment, ils avaient peur de leur ombre, en fait. Puis c'est ça, fait que GND, en particulier, a réussi à faire de QS un parti qui respecte les règles du jeu, va pas trop loin, tout ça. Puis la crise a éclaté quand même au parti, c'est-à-dire avec son départ, où lui, il dit, ultimement, il n'a pas réussi, mais dans ce processus-là, il a réussi à démobiliser QS. Les gens qui étaient plus radicaux, qui à la recherche de changement, qui voulaient lutter contre le capitalisme, sont partis. Fait que QS est pris dans le pire des deux mondes, c'est-à-dire qu'ils sont pas... Ah, puis un autre point, c'est l'accent sur l'indépendance. L'indépendance, à un moment où c'était moins populaire. Puis à ce moment-là, aussi, la question qui se pose, si vous êtes indépendantiste avant tout, c'est la chose la plus importante, mais le PQ existe. Il y a déjà un parti indépendantiste qui se prétend social-démocrate. Fait que le QS n'est pas assez indépendantiste pour ceux pour qui l'indépendance, c'est la chose la plus importante, puis pas assez anti-establishment pour le monde qui est fâché puis écœuré du système. Fait qu'ils sont dans le pire des deux mondes. Puis là, honnêtement, c'est un peu pathétique, tu sais, quand ils disent « Ah, nous sommes les héritiers de Gérald Godin, qui était un ministre du PQ. » Ça montre le vide idéologique au sommet de QS, parce que c'est ça, la faiblesse de la gauche, dans le monde d'ailleurs, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste QS, c'est une faiblesse idéologique.
ils ont accepté le système capitaliste. Ils ont accepté les préjugés comme quoi, c'est utopique de renverser le capitalisme, de lutter contre ça. Faut faire avec, puis faut faire le mieux dans les circonstances. Ouais. Puis les gens nous attaquent parce qu'on est trop radicaux. Ouais, faudrait surtout pas avoir une image trop radicale, tu sais. Ils acceptent les préjugés de la société capitaliste, tu sais. À un moment où cette société-là, ce système-là, est de plus en plus discrédité, consciemment ou pas, il y a plein de gens qui cherchent à rompre avec le statu quo, tu sais. Puis QS est de plus en plus vu comme un parti qui s'attache au statu quo, tu sais. Mais c'est une faiblesse idéologique, l'incapacité à résister à cette pression-là, puis à présenter une solution audacieuse qui rompt avec le système, tu sais. C'est ça, donc QS semble organiquement incapable de faire, en fait. Ouais, puis j'allais dire, c'est un peu ironique parce que c'est cette semaine, je me souviens plus quand exactement, j'ai vu un extrait d'une entrevue de Ruba Gazal qui disait, on lui demandait c'était quel politique ou politicien qui l'inspirait. Puis elle a mentionné Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York, socialiste autoproclamé, tout ça. Et la réflexion que je me suis fait, c'est... Puis je pense qu'elle le mentionne parce qu'il a gagné puis il est extrêmement populaire en ce moment. Mais je me suis fait la réflexion, mais je pense pas que... pas seulement Ruba, mais je pense pas que la direction de QS comprenne, en fait, le phénomène Mamdani, puis pourquoi il a été élu, en fait. Parce que si on regarde les politiques de QS, sont vraiment en déroute politique, là, parce que là, après avoir tout ce qu'on a mentionné depuis 2018 et même avant ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste, là? Ils ont plus capable de plaire à personne, j'ai l'impression, puis là, politiquement, on beau dire ça, dire Mamdani fait une bonne job, mais c'est d'abord parce qu'il a défendu des idées relativement très radicales c'est ça, dans le contexte. Puis aussi le fait qu'il était socialiste, un démocrate socialiste ou un socialiste démocratique, c'était au cœur de sa campagne, en fait. Exactement. Puis QS est allergique au mot socialisme, mentionne presque plus le capitalisme pour le critiquer et tout ça. Fait qu'il s'attend vraiment à essayer de trouver des solutions audacieuses, mais qui respectent le système. Comment on peut faire dans le système actuel pour avoir des avancées, tu sais. Fait qu'ils en arrivent à des trucs modérés qui connectent avec à peu près personne, tu sais. Puis je pense que c'est ça revient... C'est un phénomène mondial, tu sais. Le capitalisme est de plus en plus discrédité et pourtant, la gauche officielle a jamais été aussi faible. Puis ça illustre l'importance des idées puis des perspectives, en fait. Parce qu'il y a aussi un sentiment largement répandu à gauche. Puis ça, je l'ai vu beaucoup dans la foulée de la démission de François Legault. C'est de dire, il a réussi à virer le Québec à droite. Les discours de droite sont beaucoup plus acceptables et tout ça. Puis il y a peut-être un petit fond de vérité à ça. C'est-à-dire qu'il y a une droite un peu plus décomplexée, ou en tout cas c'est sûr que ça existe, mais c'est un certain pessimisme. C'est voir juste un côté de la médaille. La droite ci, la droite ça, tu sais. C'est un peu pathétique parce que c'est de pas voir que parfois la montée de démagogues de droite, comme Donald Trump et d'autres, mais ça reflète cette colère-là. Les gens qui sont comme... Ils veulent n'importe qui semble rompre avec l'establishment. C'est de ça dont il est question. Puis quand la gauche offre pas de rupture avec l'establishment, c'est les démagogues de droite qui en profitent, tu sais. Fait que c'est ça, à un moment donné, il faut que la gauche réalise la nature de l'époque. Puis c'est pas une montée de la droite, du fascisme et tout ça. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup au Québec. Le fascisme est à nos portes. C'est une exagération grotesque, en fait. Il y a une colère de classe qui peut être canalisée vers une solution à la crise du système capitaliste. Mais ce qu'il faut pour ça, c'est du monde qui défende cette idée-là. Il y a une crise sociale, les banques alimentaires qui sont débordées, les salaires qui stagnent, les bons emplois qui disparaissent, surtout pour les jeunes. Le chômage chez les jeunes, c'est incroyable. Je connais plein d'histoires de jeunes qui... C'est pas qu'ils n'essayent pas, là. Ils amènent des CV partout, ils n'en trouvent pas de job. T'sais. Ça, c'est la nature du système. Puis si c'était expliqué de manière claire, cohérente par un parti ouvertement socialiste, il y aurait la possibilité de rompre avec toute cette gang-là. Puis c'est ça que la démission de François Legault pourrait ouvrir comme période. Dans un sens, ce serait une situation parfaite pour ce genre de gauche-là, mais elle n'existe pas encore. Puis c'est à ça qu'il faut remédier. Je pense qu'on approche de la fin. Veux-tu faire des dernières remarques là-dessus? Là-dessus, je pense que la démission de François Legault reflète, en fait,
expose que c'est pas vrai que la société s'en va tous à droite et tout ça et que tout est perdu. François Legault n'aurait pas démissionné. Il y a une colère dans la société. C'est pour ça. C'est pour ça que la CAQ est impopulaire depuis des mois et que François Legault démissionne. Le point, c'est est-ce qu'il y a un véhicule pour canaliser ça? Est-ce qu'il y a un véhicule à la gauche pour empêcher, en fait, que ce soit les populistes de droite et compagnie? Tu sais, Éric Duhaime pourrait canaliser, en fait, ou pourrait capitaliser sur ça. Il pourrait faire sa première vraie percée, en fait. Oui. D'ailleurs, ici, en entrevue, il comparait François Legault, qui a construit son parti, puis là, qui est arrivé au Parlement. Mais le point, c'est que, c'est absolument pas inévitable. On peut pas dire que c'est inévitable. C'est absolument pas une fatalité que t'as la droite au pouvoir puis que la droite populiste monte. Absolument pas. La réalité, c'est qu'il faut regarder qu'est-ce qui se passe à la gauche, qu'est-ce qui se passe dans le mouvement ouvrier. Ça nous prend une vraie solution de rechange aux politiques des partis bourgeois. C'est ça que ça nous prend. Et tant qu'on n'aura pas ça, on peut pas se plaindre, en fait, que là, la droite monte, blablabla. Non, il faut construire ça. Oui, absolument. Puis c'est souvent présenté comme un vent de droite devant lequel on peut rien faire. Oui, comme un espèce d'acte de Dieu qui s'abat sur nous. Là, non, la lutte politique, c'est une lutte où on peut subjectivement changer les choses, c'est-à-dire en présentant certaines idées puis une alternative. Comment expliquer, sinon, que Donald Trump a gagné, puis qu'un an plus tard, un socialiste gagne la mairie de la plus grosse ville, de la ville la plus importante des États-Unis. T'sais. Ça peut seulement s'expliquer par le fait que dans les deux cas, Trump et Mamdani, ça reflète la même chose, cette colère-là, qui cherche un exutoire, qui cherche à s'exprimer. Puis c'est ça qui manque cruellement dans la société aujourd'hui, au Québec et au Canada. Il y a une crise sociale, puis il y a une solution. Pourquoi on devrait être à la botte d'entreprises étrangères, leur donner plein de subventions, répondre aux demandes de couper dans la santé, de l'éducation, qui sont faites par des agences de notation de crédit qui n'ont rien à voir avec personne. Ça, c'est le résultat du système capitaliste. Puis la solution, c'est de sortir du système, de proposer des nationalisations, de nationaliser les grands leviers d'économie, les communications, les transports, etc., de rebâtir les services publics, ce qui peut se faire en libérant toute cette richesse-là qui est accaparée par une minorité de riches. Ça prend ultimement une solution socialiste. Puis c'est une solution qui est de plus en plus populaire, comme on le voit de manière symptomatique avec Zoran Mamdani à New York, malgré toutes ses limites. Puis c'est ça que nous, on essaie de faire au Parti communiste révolutionnaire. Puis peut-être pour finir, c'est ça qu'on veut présenter aussi avec le podcast Parti pris. Donc expliquer, avec chaque tournant de la politique québécoise, canadienne et mondiale, où sont les intérêts de la classe ouvrière, puis comment on peut faire avancer cette lutte-là pour les authentiques idées du socialisme. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on boucle la boucle, Hélène? Je pense qu'on a fait pas mal le tour, en fait. Puis en même temps, on est au début de l'année. On va avoir l'occasion, je pense, de reparler de tout ce qui se passe au Québec. Mais ça promet être une année politiquement très, très intéressante. Oui, pas juste au Québec, d'ailleurs. Évidemment, il y a les événements grandioses au Venezuela, dont on va sûrement parler dans un prochain épisode. Bref, il y en a beaucoup à dire, mais le but de ce podcast Parti pris, c'est de dire la vérité, de prendre le bord des travailleurs et donc d'exposer la vérité, d'exposer les mensonges des médias, des riches, puis montrer une voie à suivre sur c'est quoi la solution pour sortir du système capitaliste. Donc, c'est ça le but du podcast. Je dirais en terminant, on lance ce podcast, c'est nouveau, donc allez vous abonner à notre nouvelle page sur Spotify. Partagez l'épisode, partagez-le sur les médias sociaux. On a besoin de vous pour répandre la nouvelle que ce nouveau podcast communiste est arrivé. Il n'y en a pas d'autres au Québec, donc on espère le bâtir, en faire la voix des travailleurs et des jeunes au Québec. Une dernière petite annonce aussi, on a un gros événement qui s'en vient. On l'a déjà mentionné dans d'autres... sur l'autre chaîne du parti, l'École marxiste d'hiver de Montréal. Donc, ça va être les 13, 14 et 15 février prochains. On a déjà... en fait, Hélène, peut-être tu peux nous en parler. D'ailleurs, toi, tu fais une présentation aussi à l'École marxiste. Oui, peut-être pour commencer, l'École marxiste, c'est la 16e année qu'on le fait. Cette année, c'est assez fou. On est déjà rendu à plus de 440 inscrits. C'est une centaine de gens de plus qui sont inscrits comparativement à pareille date l'an dernier. Donc, ça promet d'être gros. D'après moi, on va se rendre à... Je veux pas
faire trop de prédictions, mais on pourrait dépasser les 700 participants. L'école marxiste, c'est... parce que là, on parle d'actualité, on analyse l'actualité, on parle de dire la vérité au travers, mais comment on fait pour arriver là, en fait? On fait pas juste... les idées marxistes, les idées révolutionnaires, c'est pas juste un coup de tête, en fait, puis on décide d'être révolutionnaire. Ça part à la base... c'est la théorie, en fait. C'est la théorie révolutionnaire. Et ça commence avec une méthode pour comprendre le monde. D'ailleurs, ça va être le sujet de ma présentation à l'école sur la philosophie du marxisme, sur le matérialisme dialectique. Ça nous prend, si on veut pouvoir changer le monde, faire un changement révolutionnaire, ça nous prend des idées révolutionnaires. Mm-hmm. Et l'école marxiste, c'est ça qu'on a construit depuis 16 ans. C'est de revenir à la base, de mettre l'accent sur les idées. C'est ça on peut dire l'essence même du PCR. Si on veut changer le monde, il faut avoir les bonnes idées pour le faire. Lénine disait, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire. Cette année, moi en particulier, ma présentation va être sur la philosophie marxiste. Avoir la bonne méthode pour comprendre le monde. Le monde est en train de changer plus que jamais. Les événements se déroulent à une vitesse fulgurante. Puis ça nous prend les idées qui sont capables de comprendre ces changements-là, comprendre l'évolution de la société. Mm-hmm. Donc, ça va être ça ma présentation, mais plus largement, l'école est là pour éduquer les militants communistes. Pas seulement ça, évidemment, tout ce qu'on fait vise à nous éduquer, mais en particulier, c'est un point de ralliement qu'on a cette année. On va avoir des camarades de partout au pays, des États-Unis et d'ailleurs. Mm-hmm. Et on a une présentation qui, moi, va m'intriguer beaucoup. Je pense va intéresser beaucoup de camarades. La tienne, sur la Révolution tranquille au Québec. Je sais pas si tu voudrais nous en dire quelques mots. C'est à moi de poser les questions. Ouais, c'est ça. Juste quelques mots. Non, mais merci d'avoir expliqué un peu plus c'est quoi l'école marxiste. Puis je dirais c'est un rendez-vous unique en Amérique du Nord, en fait. Il n'y a pas une école comme ça dans toute l'Amérique du Nord. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Que vous soyez déjà marxiste, déjà intéressé ou même juste curieux d'en apprendre plus, c'est un endroit pour tout le monde, en fait. De la personne qui est la plus nouvelle à ces idées-là à une personne qui a déjà lu sur le marxisme ou les idées de Marx, Engels, Lénine, Trotsky et autres. C'est ouvert à tous, donc manquez pas ça. Invitez vos amis, votre famille, tout ça. Puis ouais, moi, la Révolution tranquille, ça faisait longtemps que je voulais faire un deep dive, comme on dit en français. C'est-à-dire de vraiment lire à fond là-dessus. Je l'ai déjà fait par le passé il y a quelques années, mais c'est absolument fascinant. Puis je veux pas en dire trop parce que je veux que le monde vienne écouter, mais la Révolution tranquille n'a de tranquille que le nom, en fait. Parce que c'était une période de mouvement de masse. Et ce qui est souvent occulté quand il vient... En fait, Jacques Parizeau, il disait la Révolution tranquille, ça a été fait par une couple de chansonniers, une couple de technocrates puis de politiciens. T'sais. Puis c'est complètement faux, en fait. Ce qu'on voit dans la Révolution tranquille, c'est l'implication massive de la classe ouvrière. T'sais. Dès les années 40-50, sous Duplessis. Puis pendant la Révolution tranquille, il y avait une lutte de classe féroce, des fois très féroce. Puis c'est ça que je vais essayer d'expliquer, en fait, parce que c'est souvent l'angle mort de la Révolution tranquille. Fait que ouais, j'ai très très hâte. J'ai hâte à la tienne. Je pense que ça va être bien intéressant. Puis peut-être mentionner rapidement, on va avoir une présentation sur la révolution bolivarienne. Ouais. Je pense dans le contexte où on voit l'agression impérialiste des États-Unis sur le Venezuela. Je pense que ça va être assez pertinent en fait de se replonger là-dedans puis comprendre en fait pourquoi on en arrive arrive là aujourd'hui. On va avoir des présentations sur différents sujets, le socialisme utopique ou socialisme scientifique, voir un peu les origines du développement de la méthode et de la pensée marxiste, de Marx et Engels, revenir à la base. On va avoir une présentation sur le keynésianisme aussi, parce que j'oublie peut-être de le mentionner, en fait, le plus important peut-être, le thème de l'école cette année, c'est « Réforme ou révolution ». Ça connecte avec pas mal tout ce qu'on a discuté dans le podcast aussi, un peu ce qu'on parle, qu'est-ce qui manque au Québec, il manque cette alternative-là pour faire face à la crise du capitalisme. Et donc, on va discuter de ça parce que les révolutionnaires, on décide pas une journée qu'on se lève puis on se dit on va défendre la perspective révolutionnaire, on veut une révolution, c'est pas parce que ça nous tente, c'est pas parce que c'est le fun, c'est pas parce que c'est une question morale, mais c'est fondamentalement parce qu'il y a aucune solution sur le capitalisme. C'est ça notre perspective, puis on peut pas juste répéter ça à tout bout de champ. Il faut vraiment comprendre, en fait, comment fonctionne le capitalisme, puis aussi, surtout, comment il ne fonctionne pas, et voir c'est quoi les perspectives pour le transformer. Donc, on va avoir notamment une présentation sur le keynésianisme, sur l'économie. On va avoir une présentation aussi sur
dans le contexte de l'invasion impérialiste sur la question du droit international, comment lutter contre l'impérialisme et tout ça. Donc, on va avoir des sujets très reliés à l'actualité, mais en même temps qui vont dans les bases de la théorie. Donc, ça promet d'être assez intéressant. Puis peut-être, c'est ça, en anglais, on dit FOMO, Fear of Missing Out, là, la peur de manquer des choses, des événements, tout ça. Je pense que c'est un peu le sentiment que devraient avoir certains des gens qui sont intéressés par le podcast, qui ont envie d'en apprendre plus, puis qui sont pas encore inscrits. Donc, je vous invite à aller le faire. Vous voulez pas manquer ça, donc vous pouvez aller à marxiste.qc.ca/école pour vous inscrire dès aujourd'hui. Donc, je pense que ça met fin de la bonne façon à l'épisode d'aujourd'hui, le premier de Parti pris, mais pas le dernier. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode du podcast.